chers étudiants, chères étudiantes, concernant cette vidéo, on va essayer de faire une partie concernant la thermochimie. Donc, la thermochimie est la science qui étudie tous les échanges d'énergie entre un système bien déterminé et le milieu extérieur et accompagne les changements d'état et les réactions chimiques. On appelle système thermodynamique un objet ou un ensemble d'objets soumis à l'étude. On appelle milieu extérieur la partie qui n'appartient pas au système. Par la suite, on peut définir l'univers. Donc, l'univers, c'est l'ensemble de milieux extérieurs et de milieux intérieurs. En thermodynamique, on considère que le système et le milieu extérieur peuvent échanger de la matière comme elle peut échanger de l'énergie sous forme de la chaleur ou bien sous forme de travail. Donc on a un système. Ce système il est entouré par le milieu extérieur dont ce système il peut échanger de la matière comme il peut échanger de l'énergie. Et par la suite, on peut définir trois types de systèmes. Donc, on peut définir un système ouvert. Donc, ce système permet d'échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur. Un système fermé. Donc, ce système fermé peut échanger uniquement de l'énergie avec le milieu extérieur. Et on a un système isolé, CC. Donc, ce système ne permet le transfert ni de l'énergie ni de la matière. Comme on peut définir un système homogène, ce système homogène est un système qui présente les mêmes propriétés en tous ses points et il est constitué d'une seule phase. Et même le système hétérogène, donc ce système est constitué de plusieurs phases et présente des propriétés différentes en tous ses points. Donc, le système et le milieu extérieur peuvent échanger de l'énergie, c'est-à-dire que le système il peut recevoir de l'énergie et dans ce cas, cette énergie reçue par le système est comptée positivement. Par contre, l'énergie fournie par le système est comptée négativement. Par la suite, on peut définir les variables d'état d'un système. Donc, un système est caractérisé par des variables d'état telles que la pression, le volume, la température, le nombre de moles, la densité, ainsi de suite. Donc, il existe deux types de variables. Donc, on a des variables extensives comme on a des variables intensives. Concernant les variables extensives, ils sont proportionnels à la quantité de matière, c'est-à-dire le volume, la masse et l'énergie. Ils sont additifs. Par contre, on a les variables intensives, elles sont indépendantes de la quantité de matière, c'est-à-dire la pression, la température, et elles sont non additives. Un système est dit en équilibre thermodynamique quand ces variables d'état sont constantes dans le temps. Par la suite, on définit l'équation d'état d'un système. Les variables d'état PVN sont reliées entre eux par une relation dite équation d'état. Cette équation d'état, l'équation d'état la plus simple est liée par les gaz parfaits de telle manière que le PV est égal à nRT. Avec P, c'est la pression de gaz, V, c'est le volume occupé par le gaz, N, c'est le nombre de moles, T, c'est la température absolue en degrés Kelvin, tel que la température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273,3 et R c'est la constante des gaz parfaits qui est égale à 8,314. Ensuite, un système est dit en équilibre thermodynamique lorsque les variables d'état sont constantes dans le temps en tout point. Donc on peut déterminer différents types d'équilibre. Donc on a l'équilibre thermique. Dans ce cas, la température est uniforme et constante avec le temps. On peut définir un équilibre mécanique, donc la pression est uniforme et constante avec le temps. Et un équilibre chimique lorsque les compositions est uniforme et constante avec le temps.
Par la suite, on peut définir une fonction d'état. Donc, on appelle fonction d'état f si au cours d'une transformation, sa variation ne dépend que de l'état initial et de l'état final. C'est-à-dire que la variation d'état ne dépend pas des chemins suivis. Et par la suite, on a la variation d'état f est égale à la variation de l'état initial moins la variation de l'état initial. Donc, en thermodynamique, on peut définir plusieurs fonctions importantes en chimie, telles que U, c'est l'énergie interne du système, H, l'enthalpie d'un système, G, l'enthalpie libre ou énergie libre de Gibbs. Par la suite, on a S, c'est l'entropie d'un système. Par la suite, donc, un système a subi une transformation s'il a une variation d'une ou de plusieurs de ces variables d'état avec le temps. Donc, le système passe alors d'un état initial à un état final. C'est-à-dire, lorsqu'on a l'état initial, donc il est caractérisé par les variables la pression, le volume et la température, et l'état final, l'état 2, il est caractérisé par les variables d'état P2, V2 et T2. Donc, on peut distinguer plusieurs types de transformations, telles que la transformation isochore, où le volume est constant tel que delta V est égal à 0. On aura une transformation isotherme, c'est-à-dire la réaction se fait à température constante, delta T est égal à 0, ou bien une transformation se fait à pression constante, delta P est égal à 0, c'est-à-dire si c'est une transformation isobare, ou bien une transformation adiabatique, donc lorsque le système ne change pas de chaleur avec le milieu extérieur au cours de la transformation. Et dans ce cas, on a la variation de la chaleur est égale à 0. Par la suite, on peut définir une transformation réversible. C'est une transformation où le système passe graduellement et lente. Il peut être se décomposer en infinité d'états intermédiaires avant d'atteindre l'état final. Les variables d'état varient de quantité infinitésimale de telle manière que la transformation inverse est toujours possible par le même processus. Par la suite, on a une transformation irréversible, c'est-à-dire c'est une transformation qui est rapide et spontanée, c'est-à-dire que de l'état initial à l'état final s'effectue dans un seul sens, on ne peut pas l'arrêter ni l'inverser. Le système et le milieu extérieur peuvent échanger entre eux une énergie mécanique sous la forme de travail, ou bien une énergie thermique ou la quantité de chaleur, ou bien une énergie électrique, donc type oxydoréduction électrolyse. Nous allons nous intéresser par la suite à deux formes d'énergie, donc l'énergie mécanique ou le travail, notée W, ou bien l'énergie thermique ou quantité de chaleur Q. Leur unité est le joule ou la calorie. Maintenant, on veut définir le travail. Donc, le travail est l'énergie produite par déplacement d'un objet soumis à une force le long d'une distance D. Et par la suite, on peut définir le travail est égal à la force fois la distance. Par convention, le travail est supérieur à 0 si le travail est reçu par le système. Et le travail est négatif si le travail est fourni par le système. De cette manière, on peut dire que la dérivée de travail est égale à la force fois la dérivée de la distance. On sait que la force n'est que la pression extérieure fois la surface, donc c'est fois dl qui est égale à, et par la suite la surface fois dl n'est que le volume, de telle manière on peut avoir P extérieur fois dv. Donc on peut dire que la valeur ou bien la dérivée de travail est égale à moins la pression extérieure fois dv. Donc, on peut dire que le travail est égal à l'intégrale de l'état final à l'état initial delta W, qui est égal à moins la pression extérieure dV. Le travail est une grandeur extensive, c'est-à-dire il est additif. Donc, maintenant, lorsqu'on a un travail lors d'une détente
réversible d'un gaz. C'est-à-dire, on a l'état initial et l'état final. Donc, l'état initial, il est caractérisé par la pression 1, le volume 1 et la température. De même pour l'état final ou bien l'état 2, il est caractérisé par la pression 2, le volume 2 et la température. De telle manière que on a une détente, c'est-à-dire que la pression 1 est supérieure à la pression 2 et le volume 2 est supérieur au volume 1. Donc, pour un gaz parfait, on sait que le PV est égal à nRT. On sait que la dérivée de travail est égale à moins PV. C'est-à-dire que le travail de l'état 1 à l'état 2 est égal à moins l'intégrale de PDV, donc V2, V1 est égal. Donc, on sait que PV est égal à nRT, c'est-à-dire que c'est l'intégrale de nRT dV sur V. Donc, et dans ce cas, donc on aura moins RT log de V2 sur V1. On remarque que la valeur de travail dépend de la nature de la transformation et en conséquence du chemin suivi, alors que le travail n'est pas une fonction d'état. Maintenant, si on a un travail lors d'une détente irréversible d'un gaz. Donc, c'est une transformation qui est rapide et spontanée. Dans ce cas, on a l'état 1 et l'état 2, c'est-à-dire l'état initial et l'état final. L'état initial, il est caractérisé par P1, V1 et T, et l'état final ou bien l'état 2, il est caractérisé par les P2, V2 et T, de telle manière qu'on a une détente, c'est-à-dire que la pression P1 est égale à la pression de 2 et V2 est supérieur à V1. Donc, la pression intérieure n'a pas le temps d'échanger. Donc, on a P1 qui est égal à P2. Et par la suite, puisqu'on a un gaz parfait, donc on a toujours PV est égal à nRT, c'est-à-dire que la dérivée de travail dans un système irréversible est égale à moins P d2V. Et par la suite, le travail est égal à l'intégrale de PV d2V, puisque la pression, c'est une pression constante, donc on a moins P2 factoriel de V1, V2 moins V1. Maintenant, si on passe à un exercice d'application, donc soit la réaction suivante, donc qui se déroule à une pression extérieure d'une atmosphère et dans des conditions où le volume d'une mole de gaz est de 22,4 litres. Quel est le travail fourni par le système? On sait que la pression extérieure est égale à 1, c'est-à-dire est égale à 1,01 10 à la puissance 5 pascal. Elle reste constante. Par la suite, on sait que 1 joule est égal à 0,239 calories. Maintenant, le travail. Le travail n'est que la pression fois le volume, fois la dérivée de volume. Delta V de volume. C'est le volume final moins le volume initial. Donc, si on passe au volume final, donc le volume final, donc on a 2 plus 3. Donc, on a 2 moles plus 3 moles, donc fois le volume, moins le volume initial, donc c'est 1 plus 7 sur 2, donc fois 22,4. Et par la suite, donc on aura une valeur de 11,2 litres, c'est-à-dire c'est 11,2 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Donc on peut calculer maintenant la variation de travail. Donc delta W est égal, donc c'est la pression extérieure qui est une pression constante fois la variation de volume qui est de 11,2 10 à la puissance moins 3, c'est-à-dire qu'on a une valeur de moins 271,53 calories. Maintenant, on passe à la notion de chaleur en énergie calorifique. Donc, on peut définir la chaleur comme une énergie calorifique ou thermique. C'est l'énergie en mouvement qui s'écoule d'un corps chaud vers un corps froid. Cette chaleur, donc, c'est une grandeur extensive, c'est-à-dire elle est additive. Donc, on peut l'exprimer en joules. La quantité de chaleur notée Q est comme le travail W de grandeur extensive. Le travail et la chaleur sont exprimés en joules. Maintenant, si on a échange de chaleur avec la variation de température,
Donc, la quantité de chaleur nécessaire pour faire passer la température d'une masse M d'un corps de température T1 à une température T2. Donc, elle est notée par l'expression delta Q qui est égale à MCM d de T. C'est-à-dire que la quantité de chaleur est égale à MCM T2 moins T1 qui est égal à MCM delta T. Donc, on peut dire que M, c'est la masse, Cm, c'est la capacité calorifique massique, elle s'exprime en joule, gramme moins 1, Kelvin moins 1. Donc, cette capacité calorifique massique, donc c'est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à 1 gramme d'une substance pour élever sa température d'1 degré. Et par la suite, on peut définir delta Q qui est égal à 1C dt. Cp, c'est la capacité calorifique molaire, donc c'est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à 1 mole d'une substance pour élever sa température de 1 degré. Et s'exprime en joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Alors, on sait que la capacité calorifique donc est égale à dQ sur dt, c'est-à-dire que la dérivée de la chaleur est égale à C fois dt, donc la chaleur est égale à l'intégrale C dt. Donc, pour cela, on peut définir la capacité calorifique à volume constante, c'est CV qui est égale à dQ sur dt V. Et la quantité de chaleur échangée est QV qui est égal à l'intégrale de NCV dt. Par la suite, on peut définir la capacité calorifique à pression constante et Cp qui est égal à l'intégrale de NCP dt. C'est-à-dire que Cp n'est que la dérivée de la chaleur sur la dérivée de la température à pression constante. L'échange de chaleur sont variation de température, changement d'état. C'est le cas d'un corps qui change son état physique, donc condensation, sublimation, vaporisation ou bien aux fusion, ainsi de suite. La transformation se fait à température constante. La chaleur échangée est des chaleurs latentes de changement d'état. Donc, on a Q qui est égal à NL. Avec L, c'est la chaleur latente molaire, exprimée en joule mol moins 1, c'est l'énergie nécessaire pour faire passer une mole d'un corps pur d'un état physique à un autre état. Pour cela, on peut définir la chaleur latente de vaporisation, la chaleur latente de liquéfaction et la chaleur latente de solidification.